Radioscopie, aujourd'hui, en direct du Cameroun. Nous ne sommes pas à Paris aujourd'hui, nous avons fait un grand et beau voyage. Nous sommes partis pour le Cameroun et nous sommes en ce moment à Yaoundé et d'une manière plus précise dans le palais du gouvernement. Nous sommes reçus et très agréablement par le président de la République du Cameroun et je remercie Monsieur le Président de nous recevoir dans ce pays que personnellement je découvre, je n'étais jamais venu. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, c'est la rencontre de plusieurs civilisations, de plusieurs races, un carrefour d'idées, de cultures et aussi, on pourrait le dire, de traits physiques. Géographiquement, et vous me corrigerez, Monsieur le Président, si je me trompe, géographiquement, simplifions en disant que ce pays est un pont entre l'Afrique équatoriale au sud et l'Afrique tropicale au nord. Sa superficie, 475 000 km², ses voisins, le Nigeria, le Tchad, le Congo, d'autres voisins, mais nous n'allons pas tous les citer, 6 millions d'habitants, une capitale, Yaoundé, et un président, vous, Monsieur le Président, Amadou Ahidjo. Rares, Monsieur le Président, sont dans l'histoire ceux qui ont eu l'honneur de fonder une nation. Alors est-il difficile de personnaliser le symbole de l'indépendance nationale? Effectivement, difficile de personnaliser le symbole de la nation. Vous avez dit qu'il y a peu d'hommes qui ont fondé une nation. Je voudrais vous dire tout de suite que je considère que je contribue à fonder une nation. Non pas que j'ai fondé ou que je fonde une nation. On peut penser qu'une nation commence à son indépendance. On peut donc dire qu'à partir de 1960, vous avez inventé un nouveau pays. Pour ce qui est... Avant même l'indépendance, il y avait une conscience nationale. Comme vous le savez, le Cameroun a été une colonie allemande jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été placé sous la France et de l'Angleterre, sous mandat de la Société des Nations. Et après la dernière guerre, le Cameroun a été placé par l'Organisation des Nations Unies sous mandat toujours de la France et de l'Angleterre. Et cette situation particulière par rapport aux autres territoires africains a fait que les Camerounais, avant même l'accession du Cameroun à l'indépendance, avaient une conscience nationale par le fait qu'étant sous mandat, que le Cameroun étant sous mandat et sous tutelle, il avait vocation depuis longtemps à être indépendant, contrairement à d'autres territoires africains. Mais à quel peuple accordez-vous votre cœur? À l'Allemagne, à la France ou à l'Angleterre? Je parle de ceux qui ont été ici. Vous savez, je n'ai pas... D'abord, vous parlez le français. Je n'ai pas connu l'Allemagne. Et ils sont partis du Cameroun avant que je sois né. Je suis né du temps des Français, j'ai été à l'école française, j'ai travaillé dans l'administration française, j'ai collaboré avec des Français, j'ai eu des amis français, donc automatiquement, n'est-ce pas, et tout à fait normalement, j'ai eu des liens et j'ai des liens au plus étroits avec les Français qu'avec les Allemands que j'ai connus par la suite et les Anglais. Ce qui concerne les Anglais, je suis originaire du Cameroun qui a toujours été sous tutelle et sous mandat français. Soyons tout à fait francs, vous n'avez rien à reprocher aux Français, aujourd'hui encore?
Aujourd'hui, franchement, non. Bien sûr, pendant la colonisation, j'avais moi-même beaucoup de Camerounais, beaucoup de choses à reprocher à la France, la façon dont elle administrait le pays, la colonisation, le colonialisme, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine des rapports entre les hommes. Mais je dois dire que depuis l'accession du Cameroun à l'indépendance, les rapports entre les Français et les Camerounais sont des rapports non seulement normaux, mais même des rapports d'amitié, de camaraderie. Et pour ce qui me concerne, je n'ai rien de spécial à reprocher aux Français aujourd'hui. Oublions un peu le président. Amadou Ahidjo, étiez-vous né pour avoir un rôle aussi éminent? Quelle était la chose qui vous prédestinait à ce rôle? Dieu, certainement. Vous avez une croyance forte en Dieu? Ah oui, absolument forte. Et si je suis devenu ce que je suis devenu, je suis sûr, c'est parce que Dieu l'avait décidé. Ceci dit, dans ma jeunesse, je ne me rappelle pas que je pensais devenir un homme d'État, encore moins un chef d'État. Il faut quand même avoir une certaine ambition. Je ne dirais pas de l'orgueil, mais un sens de l'État. Oui, à partir du moment où je me suis occupé des affaires publiques, dans les assemblées, j'ai eu des ambitions, bien sûr. D'abord, pour me faire élire la première fois, il a fallu que j'ai des ambitions et j'en ai eu de plus en plus. Pas exagéré, enfin j'en ai toujours eu. Et cela a compté probablement, n'est-ce pas, dans le déroulement de ma carrière politique. Lorsque vous étiez enfant, vous pouvez imaginer qu'un jour, vous seriez à la tête de cet État qui vous abritait? Franchement, non. Vous aviez envie quand même de chasser ceux qui étaient là? À partir du moment où j'ai commencé à faire la politique très jeune, comme je vous le disais tout à l'heure, comme le Cameroun depuis longtemps avait vocation à l'indépendance, j'ai pensé et j'ai souhaité que cette indépendance intervienne le plus tôt possible en tenant compte des réalités. Si c'est cela que vous appelez souhaiter chasser les Français ou les Anglais. C'était cela. Vous aviez les qualités nécessaires. À votre avis, quelles sont les qualités nécessaires à un chef d'État? Oh, il faut beaucoup de qualités. N'est-ce pas? Il est difficile d'énumérer quelles sont ces qualités, mais je crois qu'il faut bon sens. Il faut être assez intelligent. Il faut du courage. Du cœur. Il faut du cœur. Pas trop de cœur non plus. Il faut du cœur. Et il faut avant tout être patriote, aimer beaucoup et sincèrement son pays. Mais dans le cas bien précis du Cameroun ou des autres pays, qu'ils soient d'Afrique ou d'Asie, il fallait surtout pour des hommes comme vous une force un peu exceptionnelle, une force de tolérance, une force politique, car il ne fallait pas avoir l'esprit tribal, il ne fallait pas être sectaire et il ne fallait pas être raciste. Et je dois dire que dans ce pays qui était fait d'une foultitude de peuples, de sectes, de tribus, l'unité, cette unité que vous souhaitez, n'était pas gagnée dès le départ. Non, elle n'était pas gagnée dès le départ. Nous avons fait des progrès importants. La conscience nationale existe, l'unité nationale existe. Et je dis à mes compatriotes que nous devons toujours être vigilants et veiller à ce que nous demeurions toujours unis. En effet, le Cameroun, vous l'avez dit, est un pays, a toujours été un pays très divers, de tribus diverses, de religions diverses. Et pour ce qui me concerne, je dois dire que depuis longtemps, avant même que j'accède au poste de Premier ministre et de Président de la République,
Je pensais qu'il fallait que des Camerounais, étant donné la situation du Cameroun, que beaucoup de Camerounais fassent abstraction de leur appartenance ethnique, religieuse et travaillent pour l'unité du pays, avant même l'accession du pays à l'indépendance. J'ai toujours été dans cet état d'esprit, je dois dire, que les circonstances m'y ont aidé parce que dès mon jeune âge, comme fonctionnaire originaire du Nord Cameroun, et à l'époque, les régions du Cameroun étaient un peu étrangères les unes des autres. J'ai eu la chance, tout jeune, de travailler dans diverses régions du pays, dans le sud, Cameroun par exemple, qui est encore d'ailleurs différent, très différent du nord. Et j'ai été même le premier, à l'époque fonctionnaire du nord, à travailler dans le sud, car automatiquement les éléments du nord qui sortaient de ce qu'on appelait l'école supérieure ici, ils étaient affectés dans le nord. J'étais le premier, j'en ai souffert tout à fait au début, car j'aurais souhaité moi aussi rejoindre ma région, et finalement, ça m'a permis par la suite de travailler pour l'unité nationale, car cela m'a permis d'avoir des relations avec des Camerounais de diverses régions et de constater qu'en fait, il n'y avait pas de grande différence entre les Camerounais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Il y a eu la réunification des deux Camerouns. L'affaire n'a pas été facile, elle a même été délicate. À un certain moment, avez-vous douté, avez-vous pensé que vous n'y arriveriez jamais? Non. Dès le début, quand j'ai accédé au pouvoir en 1958, avant cela, bien sûr, comme tous les Camerounais, j'étais pour la réunification, mais dès que j'ai accédé au pouvoir, j'ai eu confiance, ayant eu des preuves à l'époque que les Camerounais, notamment la majorité des Camerounais qui étaient sous tutelle britannique, souhaitaient cette réunification. Donc, j'ai eu foi en l'avenir à ce moment-là. Au moment de la réunification, quand la réunification a eu lieu, je dois dire que beaucoup étaient sceptiques quant à la réussite de cette réunification. Mais personnellement, j'y croyais, j'avais foi. Je me rappelle d'ailleurs, c'est une anecdote. Quelque temps après la réunification, la situation du Cameroun était très difficile au point de vue de l'ordre public, aussi bien ici que dans l'ancienne Cameroun occidental. Et une journaliste française m'a interviewé. Il s'agit, autant que je me rappelle, de Daniel Hounbel. Daniel Hounbel, oui. Et quand elle m'a demandé si je croyais en l'avenir de la réunification, et qu'à plusieurs de ces questions, j'ai répondu affirmativement. À la fin, j'ai vu qu'elle était non seulement sceptique, mais surprise. Elle m'a demandé, mais vous dites cela parce que vous croyez en Dieu ou parce que réellement vous croyez en cette réussite? Je lui ai dit, je vous le dis, parce que je crois réellement en cette réussite. Et parce que si vous croyez un peu en Dieu, et d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure. Mais Monsieur le Président, vous pouvez être sans doute très dur envers vos ennemis. Il y a eu cette phrase qui est de vous, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Dans les cas difficiles, il faut agir durement. Oui, dans les cas difficiles, il faut agir durement parce qu'il s'agit de l'intérêt supérieur du pays. Et il m'est arrivé, au début de l'indépendance, et même après l'indépendance, d'agir durement pour ramener la paix et pour ramener sur le bon chemin des Camerounais qui s'étaient égarés. Il fallait le faire.
Il fallait le faire. La patrie avant tout. Oui. Et si c'était à refaire, je le referais. Il y a quelque part dans le Cameroun des groupes de pression, des groupes d'adversaires armés qui seraient prêts à vous combattre? Non. Il y en a eu au début de notre indépendance. Vous savez qu'il y a eu du terrorisme, des maquis, mais depuis de longues années, tout cela est fini et il n'y a plus de groupes armés. Vous pensez que c'est la vérité qui finit par triompher? Toujours. Mais quelle est votre vérité, Monsieur le Président? C'est d'abord la vérité d'un musulman, et nous avons parlé de Dieu. Ensuite, c'est la vérité d'un Camerounais qui prépare l'avenir. Puis c'est la vérité d'un homme qui veut assurer une continuité. Mais la vérité profonde. Eh bien, la vérité profonde pour moi, c'est ce que vous avez dit, c'est que les Camerounais, ils sont condamnés à vivre ensemble et que c'est le renforcement de leur unité nationale, le maintien de cette unité nationale qui fera leur bonheur, qui fera le bonheur de leurs enfants, et qu'il faut que tous ceux qui sont responsables, non seulement le président de la République, les ministres, les députés, mais aussi les élites, les fonctionnaires, les hommes d'affaires, tous soient conscients de cela et travaillent pour cela. C'est cela, n'est-ce pas, ma vérité, c'est cela que j'estime utile et même indispensable à notre pays. Et je crois qu'à partir du moment où on est conscient de cela, quelles que soient les difficultés, il faut aller de l'avant, tout faire pour surmonter les difficultés. C'est tout cela ma vérité. Mais il faut avoir une grande force de caractère, d'abord pour solliciter le pouvoir, et ensuite pour le garder. Vous vous posez la question parfois? Laquelle? Dois-je garder le pouvoir? Oh, bien sûr, quand on a assumé le pouvoir pendant 15 ans, 17 ans, 18 ans, il vous arrive de vous poser la question. Oui, mais vous êtes jeune, vous avez 50 ans. Oui, mais 50 ans, c'est que, encore une fois, je suis président de la République depuis 17 ans. Si je compte les 2 années, depuis 16 ans, si je compte les 2 années où j'ai été Premier ministre, je suis au pouvoir depuis 18 ans. C'est beaucoup. Ça n'est pas encore tout à fait une éternité. Êtes-vous éternel pour le Cameroun? Non, certainement pas. Vous pouvez penser, au fond de votre cœur, qu'un jour, vous déciderez de partir pour mener une vie qui sera votre vie à vous, faire profiter un peu de vous-même? Non seulement je peux le penser, mais je le pense. Ce sera dans combien d'années? Je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas moi-même, en réalité. Mais ce sont des choses qui vous hantent. Ce sont des choses auxquelles je pense. Et dans une situation comme celle-là, un homme à la place que vous occupez doit assurer son avenir et presque désigner son successeur. Est-ce qu'il y a les hommes capables de continuer ce que vous avez commencé? Oh, il y a certainement des Camerounais capables de continuer ce que j'ai commencé. Et vous les avez désignés vous-même? Non, je n'ai pas désigné. Je ne pense pas qu'il m'appartienne de désigner mon successeur, que je contribue à ce que ma succession se fasse d'une façon normale, légale. C'est tout à fait normal. Mais que je désigne moi-même mon successeur, je ne crois pas que cela soit normal. J'ai parlé de toutes ces choses avec vos amis, le président Senghor et le président Bourguiba, car eux sont très occupés de leur avenir et ils en sont beaucoup plus occupés de vous. D'abord pour une simple raison, c'est qu'ils ont au moins 20 ans ou 30 ans de plus que vous. Oui, moi aussi, j'en suis préoccupé. Parce que comme vous le disiez, ils sont, ceux que vous avez cités, beaucoup plus âgés que moi, mais enfin, dans le cas du président Senghor, il est président de la République un peu moins longtemps que moi, donc il est normal que moi aussi,
j'y pense, je pense à ma succession, je pense à l'avenir. Je crois que ça fait partie d'ailleurs des devoirs et des responsabilités d'un chef d'État, surtout d'un chef d'État à la tête d'un pays jeune, pays neuf. D'ailleurs, c'est valable pour tous les pays du monde. On peut se demander jusqu'à quel âge un homme doit aller dans la profession qu'il exerce. Et c'est valable pour toutes les professions. À votre avis, on est totalement adulte et confortable dans son métier jusqu'à 70 ans, 60 ans, 70 ans? Ça, je ne sais pas, ça dépend des hommes, ça dépend des constitutions. On a vu des hommes d'État qui ont exercé le pouvoir jusqu'à 75 ans, 80 ans, ou même davantage. N'est-ce pas? C'est une question d'homme. Ce qui est sûr, personnellement, je pense qu'il ne faut pas exercer le pouvoir trop longtemps. Enfin, l'indépendance vous a donné, Monsieur le Président, a donné au Cameroun la liberté. Elle vous a également apporté beaucoup d'ennuis et c'est normal, lorsqu'on veut la liberté, lorsqu'on veut l'indépendance, les choses ne vont pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. Mais il est quand même difficile de n'appartenir qu'à soi lorsque veillent tout à côté les puissants intérêts. Et je dois dire que les nations sont inquiètes de l'avenir de l'Afrique et les nations, même d'ailleurs, viennent curieusement voir ce qui s'y passe. Regardez l'Angola. Êtes-vous frappé par ce qui se passe dans ce pays? Oui, je suis frappé et peiné par ce qui se passe en Angola. Est-ce un mauvais précédent? C'est un très mauvais précédent. Comment peut-on arrêter? J'espère que la raison triomphera et que les Angolais, car c'est les Angolais qui devront résoudre leurs problèmes, que les Angolais eux-mêmes comprendront que l'intérêt de leur pays et de leur peuple est qu'ils cessent de se combattre et qu'ils réalisent la réconciliation entre eux. Ce ne sera pas facile, cela demandera du temps, mais j'ai bon espoir qu'ils le comprendront et qu'ils travailleront pour cela. Le Cameroun aurait pu subir le même affrontement? Oui, puisque au début de notre indépendance, comme je vous le disais au début, nous avons connu des difficultés, nous avons eu des troubles, nous avons eu la rébellion. Tout cela n'avait pas l'ampleur qu'on disait en France ou ailleurs, mais enfin, c'était assez sérieux pour que ça inquiète beaucoup de Camerounais. Mais grâce à Dieu, grâce au patriotisme des Camerounais, nous avons surmonté ces difficultés, mais cela aurait pu arriver. L'écueil dans ce Cameroun où nous sommes, car je rappelle que nous sommes aujourd'hui en direct de Yaoundé, où vous nous faites l'amitié, Monsieur le Président, de nous recevoir dans votre palais. L'écueil, c'est donc la diversité des peuples, le nombre des tribus. Je crois qu'il doit y avoir 200 peuples, enfin 200 grands peuples, et c'est donc la difficulté des langues. Et il y a 2 langues officielles ici, c'est le français et c'est l'anglais. Et puis, alors, un nombre inconsidéré de dialectes. Ça a été une difficulté pour vous au plan de l'unité. Et ça n'est encore une difficulté. Ah oui, ça a été une difficulté dans une certaine mesure. C'est encore une difficulté. Comment faire une unité dans ces conditions-là? Oui, c'est difficile, mais vous savez, d'abord, dans beaucoup de pays africains, sinon dans tous les pays africains, n'est-ce pas, différents dialectes, différentes tribus. Au Cameroun, il y en a peut-être un peu plus que dans beaucoup de pays. Mais je ne crois pas que ce soit un obstacle insurmontable sur la voie de l'unité de la constitution d'une nation. La preuve, c'est que nous avons fait beaucoup de progrès.
Et nos langues officielles, le français et l'anglais, nous les utilisons sans aucun complexe. Et puis, finalement, une nation, quelle nation d'Europe, d'Asie ou d'ailleurs, qui à l'âge de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, n'avait pas une multitude d'ethnies, de tribus, de dialectes. Il suffit de voir l'histoire. Justement, on a tendance à l'oublier. À l'oublier. N'est-ce pas, depuis que les pays africains sont indépendants. On dit comment ces pays peuvent constituer des nations avec, n'est-ce pas, des tribus différentes, des dialectes différents. Il n'y a qu'à regarder l'histoire de la France. Quand j'ai regardé l'histoire de la France, le processus de la constitution de la nation française et d'autres nations. Bien sûr, c'est difficile, bien sûr. Ça durera longtemps, ça durera beaucoup moins longtemps d'ailleurs pour les pays africains que ça a duré pour la France. Mais il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Parce que l'unité a son contraire. On finit par tuer les particularismes. Regardez, en France, on a fait l'unité, mais regardez également comment certaines régions se réveillent, l'Occitanie, la Bretagne, le Pays Basque, la Corse. Il ne faut pas oublier les cultures et les langues. Vous ne les oublierez pas ici. Vous saurez les conserver, mais dès maintenant. Ah oui, dès le début, mon souci a été de conserver tout ce qui est bon dans nos coutumes, dans notre culture et dans le domaine culturel. Et ce qui est encourageant pour moi et pour les responsables, c'est de voir que nos jeunes universitaires, n'est-ce pas, qui ont fait des études d'anglais ou de français, qui sont professeurs, ça ont le souci aussi de préserver, n'est-ce pas, ces cultures proprement camerounaises. Et je crois qu'il faut les conserver dans le domaine culturel comme dans d'autres domaines. J'ai dit dès le début, n'est-ce pas, quand j'ai pris mes responsabilités, les responsabilités du pouvoir, que bien sûr les traditions des tribus camerounaises n'étaient pas toutes bonnes, qu'il faut éliminer celles qui sont mauvaises, mais qu'il faut se garder de détruire ce qui existe sous prétexte qu'on veut créer un État moderne, qu'il faut conserver ce qui est bon, et ceci est très important. Il y a eu, il y a quelques semaines, le congrès des historiens africains ici à Yaoundé. Lorsque je me suis adressé à eux, en soulignant l'importance de la préservation des acquis culturels africains, je me suis même permis de leur dire, je dis, voyez, n'est-ce pas, dans les vieux pays, en France ou ailleurs, on sent nettement que beaucoup de gens, et même des intellectuels, n'est-ce pas, parlent avec nostalgie du passé, sont déroutés devant l'accélération du présent, de la technologie, etc. Mais un pays comme le vôtre, Monsieur le Président, doit être uni. Donc, il ne peut avoir qu'un parti unique. Il n'est pas possible de penser qu'il y aura ici, chez vous, avant beaucoup d'années, pluralité de partis. Il n'y aura pas de droite, il n'y aura pas de gauche. Vous ne permettriez pas qu'il y ait une opposition officielle. Écoutez, je crois que, effectivement, un pays comme le Cameroun, qui se construit, qui est en train de se constituer en nation, n'a pas besoin de plusieurs partis. Nous en avions beaucoup avant l'indépendance et après l'indépendance. Et progressivement, ces partis ont fusionné. Et nous avons aujourd'hui non pas un parti unique, mais un parti unifié, à une nuance. Parce que ce parti n'a pas été créé par une loi. Et en réalité d'ailleurs, le parti unique n'est pas obligatoire au Cameroun, mais je pense sincèrement qu'en l'état actuel de l'évolution de notre pays, et pendant
de nombreuses années encore, les Camerounais doivent se rassembler dans une organisation politique comme c'est le cas actuellement. Bien sûr, au sein de cette organisation, ils ne peuvent pas être d'accord sur tout. Ils doivent avoir la possibilité, dans les organes de ce parti, de cette organisation, de discuter, de mettre leur avis. Mais se lancer dans la création de plusieurs partis en l'état actuel de notre évolution, je crois que c'est dangereux, ce serait dangereux pour l'unité nationale et donc pour l'existence même de notre pays. Ceci dit, à l'avenir, les jeunes qui seront nos successeurs, compte tenu des réalités de ce moment-là, décideront, n'est-ce pas, s'il faut, dans l'intérêt du pays, permettre, même encourager la création de différents partis. Mais je crois qu'en l'état actuel des choses, ce ne serait pas, non seulement ce ne serait pas utile au pays, mais ce serait dommageable au pays. C'est d'ailleurs significatif. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de changements en Afrique. Changement de gouvernement d'une façon plus ou moins légale. Plus ou moins rapide. Plus ou moins rapide. Il est significatif que, à l'occasion d'aucun de ces changements, les nouveaux dirigeants ont créé plusieurs partis. C'est plutôt le contraire qui est vrai. À un certain moment de votre vie, Monsieur le Président, vous avez eu peur. Mais peur pour vous? Non. Sincèrement, non. Peur de la mort? Dans l'exercice de mes fonctions? Dans l'exercice comme tout chef d'État? Non, sincèrement, non. Je connais votre slogan, informer et éduquer au dedans, persuader et convaincre au dehors. Vous y arrivez? Par exemple, vous êtes ici, devant ce micro, la France vous écoute, vous voudriez persuader la France et les autres États, car nous portons loin la Radio France Internationale, vous voudriez les persuader de quoi par rapport au Cameroun? Qu'avez-vous à leur dire? Par rapport au Cameroun, en particulier par rapport à l'Afrique en général, je voudrais qu'ils comprennent, enfin ceux qui ne comprennent pas, malheureusement ils sont nombreux, je voudrais leur faire comprendre par exemple ce que vous avez compris, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que le Cameroun comme d'autres pays africains sont des pays jeunes qui naissent à peine à la vie internationale et peut-être même nationale. Qu'il faut laisser vivre. Qu'il faut laisser vivre, qu'il faut aider, n'est-ce pas, à se développer. Et aussi qu'il faut être compréhensif vis-à-vis de ces pays, n'est-ce pas, ne pas être trop exigeant vis-à-vis d'eux dans le domaine économique, dans le domaine de la démocratie formelle, etc., etc. Et coopérer avec ces pays en respectant leurs options, en respectant leur indépendance, en respectant leur souveraineté. Monsieur le Président Ahidjo, au lendemain de l'indépendance, il y avait chez vous, comme partout ailleurs, pénurie des cadres moyens et supérieurs. Mais aujourd'hui, parce que ça va mieux et ça va beaucoup mieux, le risque est quand même grand cette fois-ci d'inventer trop d'intellectuels. On va finir par avoir plus d'intellectuels que de cordonniers, que de maçons, que de savetiers, que d'artisans. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque? La jeunesse veut étudier, c'est bien normal, mais ne va-t-on pas sacrifier un peu de ce qui est la chose manuelle et nécessaire? Effectivement, il y a un risque, je dirais presque inévitable. Mais il faut que les responsables fassent tout pour atténuer ce risque. Il est normal que dans la mesure des moyens de l'État, que tous les jeunes aillent à l'école, s'instruisent. Et il est normal aussi
dans la mesure de leurs moyens intellectuels, qu'ils s'instruisent, n'est-ce pas, pendant le plus longtemps possible. Tout cela, bien sûr, fait et fera de plus en plus, comme vous dites, qu'il y aura beaucoup plus d'intellectuels, beaucoup plus de cadres intellectuels que de cadres manuels. Et le problème est d'autant plus important qu'en même temps que nos pays travaillent pour l'instruction des jeunes et qu'il y a de plus en plus de jeunes instruits, le développement, le rythme du développement de nos pays ne va pas ensemble avec le rythme du développement de l'instruction, n'est-ce pas, de ces jeunes. C'est pour cela que je crois que dans les 10 prochaines années, l'un des problèmes les plus importants, les plus cruciaux pour les pays africains, pour les pays, je parle de l'Afrique, parce que je connais mieux, ce sera justement le problème de ce trop grand nombre de cadres intellectuels. C'est pour cela que nos pays doivent s'efforcer de rechercher des solutions adaptées, l'enseignement aux réalités du pays, mettre l'accent sur l'enseignement professionnel, l'enseignement technique. Quand je dis enseignement technique, bien sûr, je pense non seulement aux métiers technologiques, mais je pense aussi à l'agriculture, etc. Et effectivement, c'est un problème qui déjà est important et qui sera de plus en plus important pour nos pays. Il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, Monsieur le Président Ahidjo, c'est de la solitude du chef d'État. Et il est vrai que le chef d'État est seul. Il ne peut même pas compter sur des amis. Vous en avez conscience? Oui, c'est un sommet. Oui, c'est évidemment assez dur, bien qu'on finisse s'y habituer. Ne compter que sur soi. Compter que sur soi, surtout lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes ou de subir les conséquences des décisions qui ont été prises, même en commun. Vous avez déjà été trahi par l'amitié. Bon, vous savez, lorsqu'on fait de la politique, surtout lorsque on est homme d'État et chef d'État, on a affaire aux hommes, on dirige les hommes. On distribue des postes, on les retire. Et puis, encore une fois, il y a la nature humaine. Trahison, c'est peut-être un grand mot, bien sûr. On est chef d'État, de temps en temps, des amis, des collaborateurs avec qui on a travaillé pendant longtemps. On se rend compte à un moment donné qu'ils ne sont plus aussi loyaux qu'ils l'étaient avant. Vous en souffrez? Oh, bien sûr, j'en souffre. Bon, c'est le moment, mais après, encore une fois, je me dis, c'est la nature humaine. Vous savez, dans le domaine politique, c'est beaucoup plus visible, n'est-ce pas? Parce que les hommes politiques sont en vue, etc. Mais en fait, dans la vie des hommes, il s'agit de fonctionnaires, de commerçants, de paysans, n'est-ce pas, dans leurs relations, ce que vous appelez trahison. Il y a des trahisons tous les jours. Alors, évidemment, ça se voit beaucoup plus au niveau politique, on en parle beaucoup plus, mais ça fait partie de la nature des hommes. On peut dire, Monsieur le Président Ahidjo, que vous avez le pouvoir absolu. Mais est-ce qu'on vous dit tout? Est-ce qu'on ne fait pas des murs de silence autour de vous pour ne pas vous effrayer?
Oh, je crois qu'on me dit tout, presque tout. Parce que je crois que vous êtes un homme qui peut tout entendre. Je suis un homme qui peut tout entendre et je dois dire que, même si officiellement on ne me dit pas tout, j'ai pris mes dispositions de telle sorte que certaines personnes me disent tout. Parfois, en Europe, on se fait une certaine idée des chefs d'État africains et vous n'êtes pas dans ce lot lorsqu'on se fait cette idée-là. On pense à des hommes comme Bokassa, Amin Dada. Vous partagez leur manière de vivre, leur manière de faire. Comment les jugez-vous? Si vous voulez bien, je m'abstiendrai de les juger. D'ailleurs, on ne juge pas dans la vie. On accompagne. On accompagne, on constate. On constate. Parfois, on regrette aussi. Oui, sûrement. Je crois que vous avez surtout un sens aigu de la justice et de l'amitié. Et les choses, vous préférez les dire en face à ceux qui les méritent plutôt que de faire des commentaires. Certainement. Vous respectez l'opinion d'autrui. Oui. Vous n'avez jamais fait une faute dans ce pays. Oh, sûrement, j'en ai fait des fautes. J'en ai fait beaucoup. Vous voulez pardonner? Oui, je me les pardonne à la mesure où l'expérience du pouvoir m'a fait connaître les hommes et la nature humaine et que j'ai constaté que les hommes, que tous les hommes ont des qualités, des défauts, accomplissent de belles actions comme font des fautes. Et alors, comme je ne crois pas vis-à-vis de mon pays, pour l'accomplissement de mes responsabilités, avoir commis des fautes très graves, je regrette certainement celles que j'ai commises, mais je me les pardonne. Comment recevez-vous la France? Il y a beaucoup de Français ici au Cameroun. Oui, il y a un nombre important de Français qui sont dans le secteur privé, qui sont dans le secteur public, dans l'assistance technique, notamment dans l'enseignement. Je crois que dans l'ensemble, ils ont d'excellentes relations avec les Camerounais. Doivent-ils s'inquiéter pour leur avenir? Par exemple, le président Senghor m'a souvent dit « Il faut que je puisse sénégaliser mon pays ». Vous pourriez dire, vous, Monsieur le Président, de la même manière, il faut que je camerounise. Ah, non seulement je le dis, mais je le fais. Je l'ai fait. On me l'a reproché d'ailleurs, bon, non seulement en France, mais même en Afrique. Mais nous avons eu au Cameroun une politique de camerounisation depuis de longues années. Dans la fonction publique, actuellement, tous les postes de responsabilité sont tenus par des Camerounais, des jeunes pour la plupart. Nous avons encore une assistance technique française, notamment dans l'enseignement secondaire, surtout supérieur. Et nous espérons d'ailleurs que dans les années qui viennent, avec les progrès de formation de notre université, de nos grandes écoles, que ces Français progressivement seront remplacés par des Camerounais. Je crois que c'est tout à fait normal et je crois d'ailleurs que beaucoup de Français le comprennent déjà. N'est-ce pas? Il y a un autre problème important, c'est le problème des Blancs et des Noirs, c'est le problème du métissage. Et lorsque il m'arrive de parler de ce problème qui me passionne avec des professeurs, les professeurs de médecine, tous me disent d'abord que le mot race est un non-sens et que le métissage est un phénomène heureux. Senghor, dont nous parlions tout à l'heure, lui, et vous me le disiez d'ailleurs avant que nous commencions cet entretien, est complètement pour le métissage. Quelle est votre idée? Oh, je ne suis pas contre le métissage. Et d'ailleurs, parlant de l'Afrique, du Cameroun, par exemple, en réalité, il y a eu beaucoup de métissage entre les Camerounais qui sont de différentes ethnies. N'est-ce pas? Cela a donné de bons résultats, tant au point de vue de la race qu'au point de vue du renforcement de l'unité nationale. Les échanges. Les échanges, et au-delà, je crois que être contre le métissage
systématiquement, c'est être raciste. Je crois que, évidemment, il ne faut obliger personne à se marier s'il est un homme avec une femme qui n'est pas de sa race, mais quelqu'un qui le fait. Je crois qu'il n'y a pas à le condamner. Et les Africains, d'ailleurs, seraient mal placés de condamner cela, car ce serait du racisme à rebours. Et eux qui ont souffert du racisme, qui se sont plaints du racisme, ce serait dommage, n'est-ce pas, qu'ils pratiquent cette sorte de racisme. Et je crois autant à l'intérieur des États, comme je le disais tout à l'heure, ça a favorisé la connaissance réciproque, l'unité nationale, autant aussi sur le plan international. Ça peut favoriser la compréhension entre les peuples, la connaissance plus grande entre les peuples, et donc la compréhension entre les peuples. Mais à votre avis, Monsieur le Président, quels sont les pires racistes aujourd'hui en 1976? Ce sont les Blancs ou ce sont les Noirs? Oh, c'est les Blancs d'Afrique du Sud. Alors, sur le plan général... Ça, c'est un problème. Sur le plan général, c'est difficile de vous répondre, mais le racisme, vous savez, je crois qu'en réalité, malheureusement, il existe dans toutes les sociétés, à des degrés différents. Il existera toujours. Et il existera toujours. Mais beaucoup de Françaises, enfin certaines Françaises, sont mariées à des Camerounais. Elles, ici, à Yaoundé, à Douala, un peu partout ailleurs, comment sont-elles regardées par la population, à la fois par les Camerounais et par les Français? Ça, je ne peux pas vous répondre d'une façon exacte, mais pour des Françaises, par exemple, mariées à des Camerounais, elles sont considérées après leur mariage par les Camerounais comme des compatriotes, comme des Camerounaises. Et d'ailleurs, elles optent, je suis bien placé pour le savoir, dès qu'elles se marient, toutes, parce qu'elles ont la possibilité d'opter pendant un certain délai pour la nationalité camerounaise. Elles optent pour la nationalité camerounaise. Je crois d'ailleurs que les Camerounais qui le savent sont sensibles. Elles auraient pu ne pas opter pour la nationalité camerounaise. Monsieur le Président, vous avez le pouvoir, vous avez la domination, vous avez la responsabilité. Et le pouvoir et la domination et la responsabilité sont des passions qui épuisent l'homme. Alors faut-il être à ce point un homme de sacrifice? Il faut se tuer pour son pays? S'il le faut, oui. Enfin, je ne suis pas candidat au suicide. Enfin, il faut se sacrifier surtout quand on occupe certaines responsabilités, qu'on les a voulues. Il faut assumer ces responsabilités. Lorsqu'on les a voulues, c'est important de le dire. Mais vous n'avez plus aucune vie privée. Bon. Vous n'êtes que chef d'État. Oh, pas uniquement chef d'État, chef de famille. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 4 seulement. Seulement? Pourquoi c'est peu? Ah, c'est peu. Pour les Africains, pour vous, c'est peut-être beaucoup. Oui. Quel est à peu près le nombre correct dans une famille? Je ne peux pas le dire. Ça dépend des hommes, ça dépend des familles, ça dépend des tribus. En tout cas, 4, ce n'est pas beaucoup. Vous avez un fils aîné qui a 28 ans, je crois. Fera-t-il de la politique? J'espère que non. Pourquoi? Vous voudriez qu'il s'en défie? Non pas que la politique soit une mauvaise chose. Je crois que j'en fais suffisamment pour toute ma famille. Je crois que ça suffit. Si vous n'étiez pas chef d'État, si vous aviez un autre métier, Monsieur le Président, auriez-vous plus de bonheur à vivre? Probablement. S'il s'agit de la vie quotidienne, de la vie en famille, de la vie entre amis, bien sûr, mais comme je vous disais au début, bien sûr, les chefs d'État, ils se plaignent eux-mêmes, on se plaint. Ici, la bonne foi, surtout le pays jeune. Qu'est-ce que c'est à côté des satisfactions qu'ils ont d'avoir contribué, n'est-ce pas, à la création de leur nation? Satisfaction qu'ils ont de voir le pays se développer, les écoles pousser, les routes se construire, les
n'est-ce pas, des jeunes de s'instruire. Je crois que ceci compense largement. Vous auriez aimé exercer quel métier en dehors de celui que vous avez fait? Bon, je ne sais pas. Peut-être médecin. Médecin, pour s'occuper encore des gens. J'ai été frappé, M. le Président, en arrivant dans votre pays, ici au Cameroun, par ce fait, parce que peut-être je suis un homme de radio et de télévision, qu'il n'y avait pas de télévision. Vous ne la voulez pas, la télévision, alors qu'elle est véritablement une arme dans un pays comme le vôtre. C'est l'arme absolue du pouvoir. C'est parce que, contrairement à ce que vous pensez, je n'aime pas le pouvoir absolu et que je n'aime pas le pouvoir absolu. Vous disiez tout à l'heure, j'ai une domination, j'ai le pouvoir. Ça vous a gêné, ça? Non, non. Non, pour la télévision, nous avons pensé tout simplement que ça ne devrait pas être la priorité de nos priorités, même dans le domaine de l'information. C'est pour ça que nous préoccupons actuellement de développer la radio. Nous avons fait des études d'ailleurs pour la télévision. Et certainement dans les prochaines années, nous aurons la télévision, mais je pense que dans l'état actuel de l'évolution du Cameroun, point de vue information pure, information éducative, compte tenu de la masse des hommes que la radio touche, la radio est beaucoup plus utile que ne le serait la télévision. Je ne parle pas du coût. Oui, les questions d'argent sont très cotées. Vous saurez encourager les arts, la musique, car vous avez ici des traditions africaines qui sont tout à fait remarquables. Ah oui, nous les encourageons. Nous continuerons à les encourager. Cela aussi, c'est le droit à la différence. Bien sûr. Que voulez-vous faire du Cameroun et quelle place voulez-vous lui donner dans l'Afrique? Une place de choix. 6 millions d'habitants, c'est beaucoup. Nous sommes plus de 6 millions, je ne vous ai pas contredit au début. Ah non. Enfin, nous sommes en train, on va commencer bientôt dans quelques semaines le recensement général. Je vous communiquerai les chiffres après. Le recensement, j'ai toujours dit, c'est peut-être outrecuidant, présomptueux, que non seulement je souhaite que le Cameroun ait une place de choix en Afrique, mais que je demande aux Camerounais de travailler, de faire en sorte que le Cameroun ait une place de choix en Afrique, c'est-à-dire un pays uni, toujours plus uni, un pays où règne l'harmonie, la concorde, un pays où les citoyens travaillent pour accroître le développement économique, social et culturel de leur pays. Et un pays amical et fraternel vis-à-vis des autres Africains, amical vis-à-vis des autres peuples du monde. Voilà ce que je souhaite pour le Cameroun. Radio France Internationale est très écoutée ici au Cameroun. Et il y a peut-être, Monsieur le Président, une chose que vous n'avez jamais osé dire à vos compatriotes. Je vous donne l'occasion de leur dire un mot, le mot que vous ne leur avez jamais dit, c'est lequel? Oh, vous savez, on trouve que je ne parle pas assez, c'est possible, c'est vrai. Je fais quand même un certain nombre de discours et je me répète souvent. Donc, les mots que je voulais dire à mes compatriotes, je les ai dit, redits. C'est encore une fois, c'est l'unité nationale que je veux renforcer. C'est la concorde, c'est le travail, c'est la discipline, c'est l'amour fraternel. Le bonheur de vivre ensemble. Le bonheur de vivre ensemble, malgré les difficultés du monde, malgré le scepticisme d'autres continents prouvés. Que même dans les années 60, dans les années 70, des nations solides peuvent se créer. Vivre et survivre, tout est possible, pourvu qu'on le veuille. Moi je le veux, je sais que beaucoup de Camerounais le veulent, qu'ils continuent à le vouloir. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour cet accueil qui était chaleureux. Je rappelle que nous sommes au Cameroun, nous sommes en direct de Yaoundé, et plus précisément dans le palais du président Amadou Ahidjo. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, combien nous sommes contents
d'avoir passé ces 48 heures dans votre pays. Je me souhaite, moi, personnellement, d'y revenir. Tout à l'heure, je pars dans l'une de vos réserves. Il faut bien préciser que les réserves du Cameroun, sur le plan de la faune, sont sans aucun doute les plus belles du monde. Et déjà en partant, en quittant, déjà je suis heureux. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, M. Jacques Chancel, et j'espère vous revoir. J'espère que vous reviendrez au Cameroun. J'ai dit aux camarades ce matin, j'espère que ce sera diffusé, que nous avons été très heureux de notre équipe, très importante équipe vienne au Cameroun. J'espère que tous ces jours, Il était beau, très beau. sera beau. Nous sommes partis avec la neige. Je vous le promets, nous étions partis avec la neige. Nous sommes arrivés à Douala avec 29 degrés, moins 7 degrés, Douala 29, et Yaoundé quand même 20. Et Quand vous irez à Garoua et à Ouaza, ce sera un peu plus. merci, Monsieur le Président, Merci, M. Chancel. et bonne soirée. France Inter, il est